Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette conférence en ligne autour des thématiques de l'alimentation et de l'agriculture en Bretagne. Cette conférence s'inscrit dans une démarche nationale initiée par les élus de terrain, les délégués de la MSA, qui vise à asseoir la promotion de l'alimentation, des actions d'éducation à la santé et des actions solidaires. Beaucoup de choses vont se dérouler sur cette thématique cette semaine-ci, ici en Ille-et-Vilaine et en Morbihan. Les équipes de la MSA se sont mobilisées pour organiser des opérations de glanage, de tri et de conditionnement de produits, donc agricoles au profit de l'association Solal, pour sensibiliser des élèves de primaire à la découverte des saveurs, des produits du terroir et des producteurs locaux, et également faciliter l'interconnaissance d'actions de solidarité alimentaire, comme le fonctionnement d'épiceries solidaires. Ce soir, il nous semble important de prendre un peu de hauteur. La conférence que nous vous proposons a pour objectif de nous faire réfléchir avec le regard d'experts sur l'influence de l'alimentation sur la santé et les évolutions à venir des filières agricoles. En tant qu'organisation professionnelle agricole et organisme de protection sociale, la MSA se doit d'être en veille sur des évolutions qui vont toucher ses ressortissants, qu'ils soient salariés ou exploitants. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je passe la parole à Frédéric Gérard, animateur de la vie mutualiste. Bonsoir à tous. Je remercie Isabelle Coué, présidente de la caisse MSA des Portes-Bretagne, pour l'introduction de cette webconférence. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour cette séquence qui durera 1 heure et quart, Edwige Carboriou, donc vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et membre du Conseil économique, social et environnemental de la région Bretagne. Maude Marguet, responsable équipe économie-emploi à la Chambre régionale d'agriculture, et Emmanuel Janvier, chef de pôle prospective du Césaire Bretagne. Madame Carboriou, vous intervenez à double titre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait, je suis vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et j'ai eu l'occasion à ce titre d'être nommée au Césaire, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, où je siège. Et au sein du Césaire, nous avons une section prospective qui est composée de multiples acteurs de la société civile, des représentants professionnels. Et cette section prospective s'est penchée sur le dossier de l'alimentation. Et nous avons écrit une étude ensemble sur l'alimentation en Bretagne à l'horizon 2050, quels enjeux de société, où j'ai été co-rapporteur. Donc Emmanuel Janvier va intervenir avec moi sur la présentation de cette étude. Et je suis également éleveuse, voilà, dans les Côtes d'Armor, de vaches laitières. Et au sein de la Chambre d'agriculture, j'ai eu aussi la chance d'être coprésidente d'un groupe qui a mené l'étude prospective agriculture 2050, pardon, 2040. Et où on a en fait, on s'est projeté sur les futurs possibles qui peuvent arriver dans les années à venir sur l'agriculture en Bretagne. Merci. Alors, vos deux structures sont très investies dans le développement régional. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Madame Carboriou ? Alors oui, en effet, puisque nous sommes moi, au niveau de la Chambre, elle est régionale. Le Césaire, c'est aussi une institution qui est un caractère régional. Alors au niveau du Césaire, c'est une assemblée consultative. Et en fait, elle est composée de différents acteurs. Et cette assemblée, en fait, émet des avis divers sur toutes les thématiques qui peuvent intéresser notre région. Ça sert aussi à faire des propositions pour renforcer les réflexions du Conseil régional de Bretagne. Voilà, on est en appui au Conseil régional, en fin de compte, pour l'aider à réfléchir sur son positionnement pour les politiques à venir. Et on réalise également des études de fond qu'on essaie de faire partager au plus grand nombre, comme on le fait ce soir avec l'étude sur l'alimentation.
Et d'un autre côté, les chambres d'agriculture, en fait, ce sont des établissements consulaires. Voilà, ce sont des établissements publics. Les chambres d'agriculture sont dirigées par des élus professionnels. Voilà, ce sont des élections qui nous élisent au niveau professionnel. Nous avons un mandat de 6 ans et nos missions principales consistent à accompagner les agriculteurs, à les conseiller et justement à les orienter dans leur développement économique, mais aussi dans les orientations qu'ils peuvent avoir dans leurs exploitations agricoles, dans leur vie de tous les jours. Merci. Monsieur Janvier, nous vous invitions pour parler des futurs de l'alimentation et vous souhaitiez commencer par nous parler du passé et de notre alimentation aujourd'hui. Alors en effet, étudier les grandes évolutions récentes de l'alimentation permet de repérer les grands facteurs déterminants pour l'avenir. Nous allons vous livrer juste quelques éléments de l'état des lieux parmi beaucoup d'autres qui ont servi de base de réflexion pour le Césaire. On va commencer par la composition de l'assiette qui a évolué au fil des ans avec une moindre consommation de produits bruts, l'apparition de produits plus riches, sucrés, gras, salés ou ultra transformés. La place de l'alimentation dans le budget alimentaire s'est considérablement réduite, même si en valeur elle a augmenté. Depuis 30-40 ans, on a aussi constaté que les inégalités sociales d'accès à l'alimentation se sont accentuées, notamment en période Covid-19, cela a été très repéré. Et puis, pour étudier l'alimentation, on déborde l'assiette et on va étudier de nombreux autres facteurs. Celui de la démultiplication de l'offre alimentaire avec des produits exotiques, des produits sans, entre guillemets, qui ont enrichi la diversité des rayonnages et aussi avec une plus grande individualisation des produits manufacturés. L'avènement de la grande distribution dans la seconde partie du XXe siècle est un autre phénomène très marquant, même si on assiste aujourd'hui à une petite diversification des canaux d'approvisionnement avec les circuits courts, notamment qui sont évalués à environ 9% des achats, le drive également, et puis autre phénomène encore plus récent, la restauration importée. Les technologies comme le congélateur, le micro-ondes ont permis des gains en termes sanitaires, mais aussi en termes de préparation des repas, notamment pour les femmes qui, depuis les années 60, accédaient de plus en plus à l'emploi. Le numérique est apparu comme un marqueur de l'alimentation, avec la traçabilité des produits, la livraison à domicile, mais aussi des applications de notation de produits. Et puis, autre élément qu'on peut retenir, c'est l'apparition du consomme-acteur, qui est un phénomène marquant. C'est un type de consommateur qui adapte ses achats alimentaires à des enjeux environnementaux ou de santé. Au final, les membres de Césaire se sont orientés vers 4 tendances du consommateur. La première, c'est la consommation contrainte. On consomme en fonction de son pouvoir d'achat, mais cela ne correspond pas toujours à ce qu'on aimerait manger. Une consommation impulsive, voire même compulsive, car l'alimentation, au-delà de satisfaire ses besoins, est guidée par la recherche de plaisir, avec même un côté un petit peu addictif. Une consommation informée, car la recherche d'informations sur les produits consommés devient un élément de maîtrise et de confiance, et c'est un élément primordial dans ces choix de consommation. Et enfin, une consommation engagée, dans la mesure où nos choix peuvent orienter la marche du monde, où les petits actes quotidiens de chacun, les aliments dans l'assiette, sont porteurs de changement. Ces tendances, elles peuvent donner lieu à des désirs et des attentes parfois contradictoires. Et l'intérêt était pour les membres du Césaire de prendre du recul sur l'ensemble de ces sujets. Vous avez abordé les manières de manger, mais l'alimentation et les manières de produire renvoient à de nombreux enjeux de société. Et d'ailleurs, la MSA est très attentive aux enjeux sanitaires, aux problématiques de santé publique, au renouvellement des générations de producteurs, y compris le recrutement des professionnels de la production. Mme Kerboyou, je souhaite réagir sur les enjeux de société. Oui, complètement, puisqu'on a pu remarquer que ces enjeux sont particulièrement sensibles pour la Bretagne, puisque c'est une région forte de tradition agricole et agroalimentaire. Et en fait, pour le Césaire, le sujet de l'alimentation croise 4 types d'enjeux, comme on les a déterminés. Tout d'abord, il y a les enjeux économiques, puisque la Bretagne, qui est une région de 3,4 millions d'habitants, produit en fait de quoi nourrir 13 millions d'habitants. Elle est leader pour de nombreuses productions animales et végétales, puisque aujourd'hui, on a compté que 222 500 actifs, de l'agriculture jusqu'à la restauration, en passant par la distribution, y travaillent. Par contre, dans ces enjeux économiques, on a vu aussi qu'il y avait la fragilité de certaines filières, comme l'élevage,
et que certaines filières souffrent d'une faiblesse des marges et de problèmes de recrutement, de renouvellement de génération. La deuxième catégorie d'enjeux, ce sont les enjeux environnementaux, puisque si la Bretagne jouit d'un contexte climatique et de terres favorables à l'agriculture, le développement agricole s'est fait par période de façon très rapide et intense, et particulièrement après-guerre, et cela a pu aussi générer des effets négatifs sur les sols, la biodiversité, l'eau, l'air. Il faut remarquer qu'il y a quand même 40% des émissions de gaz à effet de serre qui sont faites en Bretagne, produits par l'agriculture et par la pêche, puisque nous sommes la première région agricole française. Par contre, l'agriculture et la forêt sont aussi les premières victimes de ce changement climatique. Et elles peuvent aussi, on l'oublie parfois, être le levier en fait de solutions pour l'avenir. En troisième lieu, il y a les enjeux sociaux. Si l'alimentation est socialement et médiatiquement valorisée, ces métiers qui sont en lien avec la production, la transformation, le transport, enfin tout ce qui touche en fait contre l'alimentation et l'agriculture, ces métiers restent peu reconnus et bien souvent peu rémunérés. Un autre paradoxe, puisque malgré les performances en production et en distribution alimentaire, 8 millions de personnes en France ont recours à l'aide alimentaire. Donc c'est quand même un questionnement qu'on s'est fait au niveau du Césaire et qui nous interrogeait grandement. Dans les filières agricoles et agroalimentaires, l'enjeu social se traduit aussi sous l'angle des difficultés de recrutement et de renouvellement des générations. Et enfin, pour terminer, il y a les enjeux sanitaires, puisque les techniques de production et de transformation ont bien sûr considérablement amélioré la sécurité alimentaire tout au long de ces dernières années. On note d'ailleurs que le nombre de décès qui est directement lié à des problèmes sanitaires et d'alimentation ont chuté de 15 000 à 250 en 60 ans, donc c'est quand même assez incroyable comme chiffre. En revanche, des nouveaux problèmes de santé émergent et qui sont liés souvent à des effets long terme de certains produits qui sont dans l'alimentation, comme les additifs, des résidus de pesticides, et aussi des déséquilibres nutritionnels importants aujourd'hui, dus à la sédentarité et parfois à une mauvaise façon de s'alimenter. Merci. Maud Marguet, concernant l'agriculture, qu'est-ce qui a motivé la réalisation d'une étude prospective ? Oui, bonsoir. À l'origine de cette étude de la Chambre d'agriculture, il y a le constat que les incertitudes sur l'avenir de l'agriculture bretonne se sont vraiment multipliées. Ce sont des incertitudes qui jouent dans de multiples domaines. Elles peuvent être internes à l'agriculture, mais on a aussi identifié des incertitudes externes à notre secteur qui sont davantage liées au contexte finalement dans lequel l'agriculture évolue. Alors de façon plus concrète, et Madame Carboriou l'évoquait à l'instant, on se questionne sur notre capacité aujourd'hui en Bretagne à attirer de nouveaux actifs dans l'agriculture, et cela à l'heure même où on constate qu'une vague massive de départ à la retraite a démarré, a commencé. Alors cette même question de difficulté de recrutement, elle n'est pas spécifique au secteur agricole, on la constate d'ailleurs aussi dans le secteur agroalimentaire. La technologie avec le développement de la robotisation, avec l'automatisation, elle peut apporter des éléments de réponse face aux tensions d'emploi. Mais la capacité des entreprises agricoles comme agroalimentaires à adopter de nouvelles technologies, elle peut être questionnée, et notamment pour des raisons économiques. Voilà, vous voyez, tout un lot déjà d'incertitudes internes. Mais l'agriculture, elle subit aussi des incertitudes externes qui sont vraiment déterminantes pour son évolution. Et cela à différentes échelles, du très local, à l'échelle de l'exploitation, mais aussi à l'international. Alors, parmi ces incertitudes plus externes, évidemment, il y a, comme l'évoquait là encore Madame Carboriou, les effets du changement climatique. C'est un sujet majeur. Et pour l'aborder, ce sujet-là, on s'est appuyé sur le travail des experts, le travail des scientifiques, donc des climatologues. Et on a pu caractériser qu'à l'horizon de 2040, en Bretagne, la science nous le dit, il fera plus chaud, il fera plus sec, et nous serons malheureusement soumis à des aléas climatiques plus fréquents que ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on s'interroge aussi sur les marchés mondiaux, comment vont-ils évoluer à l'avenir ? Par exemple, la mondialisation. Depuis des décennies, elle se renforce, année après année, le commerce mondial croît. Eh bien ça, ce n'est pas une hypothèse systématique dans nos scénarios. On a osé envisager qu'à l'inverse, on pourrait demain
constaté une décroissance du commerce mondial pour tout un tas de raisons, et notamment la relance de processus protectionnistes. Alors, on a à côté de nous le Césaire, on vous parle en tant que chambre d'agriculture, donc on a un rôle politique. Et justement, les politiques publiques, les politiques territoriales, notamment autour du climat et de l'eau, elles constituent aussi un levier d'influence majeur sur le devenir de l'agriculture. Pour vous donner un exemple, si les politiques d'atténuation de nos impacts sur le climat s'accentuaient de façon très forte, en Bretagne, cela se traduirait de façon quasiment mécanique par un recul de l'élevage et un recul important, et en particulier par un recul de l'élevage herbivore, avec notamment une baisse des vaches qu'on peut voir dans les champs aujourd'hui. Alors cela, ça signifierait une baisse de la production, et là encore ça nous questionne à l'heure où on a entendu que la souveraineté alimentaire, c'était quelque chose à réaffirmer, notamment suite aux crises récentes que l'on a connues et que l'on connaît encore. Alors vous voyez, je vous ai évoqué quelques-unes de toutes ces incertitudes finalement qui ont conduit les élus de la Chambre d'agriculture à souhaiter prendre de la hauteur. C'est à ça que sert une étude prospective, et aussi à se détacher d'une certaine manière des chocs de l'actualité. Merci. Et vous évoquez les crises récentes. En quoi les chocs du moment, de la pandémie à l'Ukraine, en passant par les caprices de la météo, bousculent-ils les filières agricoles ? Alors oui, effectivement, tous ces chocs que vous citez bousculent de façon importante l'agriculture, les filières agricoles et agroalimentaires. Si on parle du Covid, la pandémie et les confinements, ils ont modifié nos rapports à l'alimentation et nos façons de consommer, et de façon plus ou moins durable. Au final, ce que l'on a constaté, c'est que le système de la production alimentaire, il s'est montré globalement résilient, même si on a tous vu dans les rayonnages de magasins quelques ruptures d'approvisionnement. En revanche, des ruptures d'approvisionnement ou des tensions que l'on connaît aujourd'hui pour certains produits comme l'huile ou alors la fameuse moutarde, pour citer les plus connus, ils ne sont pas forcément en lien direct avec le Covid. Là, ce sont d'autres éléments qui interviennent. Mais tout cela pour dire que finalement, ces tensions d'approvisionnement, elles ont fait comprendre aux consommateurs qu'il y avait des marchés agricoles très complexes, interdépendants, liés les uns aux autres, d'un bout à l'autre de la planète. Alors vous parliez de l'Ukraine, et bien finalement ce sont ces mêmes interdépendances des marchés à l'échelle locale ou mondiale qui vont expliquer que des événements diplomatiques, que des conflits armés comme la guerre en Ukraine ont une influence importante sur notre approvisionnement et sur les prix de l'énergie. Ça va jouer sur notre capacité à nous fournir dans certains biens alimentaires. L'Ukraine, on le dit souvent, c'est vraiment un grenier à blé dans l'Europe. Mais cela va jouer aussi de façon plus indirecte sur la capacité des agriculteurs à avoir des semences et à avoir des facteurs de production comme les engrais. Et ça concerne l'agriculture, ça concerne aussi le machinisme, et ça va aussi avoir des impacts pour le secteur agroalimentaire. Et puis pour finir, vous me parliez des aléas climatiques. Alors je vous disais qu'ils allaient être de plus en plus fréquents à l'avenir, mais finalement ils sont de plus en plus fréquents aujourd'hui aussi. Et ça, c'est quelque chose que agriculteurs, jardiniers ou promeneurs du dimanche, nous pouvons tous constater finalement dans le quotidien. Cela peut prendre la forme d'épisodes de gel alors que nos arbres fruitiers sont en fleurs. Bon, bah là, ça a un impact direct sur la récolte de fruits. Ou alors, ça va prendre la forme des canicules de cet été 2022 et d'une sécheresse qui est très préoccupante et qui sévit encore en Bretagne aujourd'hui. On est toujours en situation de sécheresse. Merci. Madame Kerboriou, alors, avec tant d'aléas, serait-ce inutile de faire de la prospective ? Alors pas du tout, j'ai envie de dire bien au contraire, puisque en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'avenir n'est absolument pas écrit et que la prospective permet de réunir les savoirs sur ces questions, de les partager, de les aborder sans œillères et de s'interroger en fait sur les facteurs qui pourraient évoluer à l'avenir. En fin de compte, la prospective propose aux acteurs d'un territoire de tirer des enseignements sur les stratégies à concevoir et à mettre à l'œuvre. Ces exercices de prospective s'adressent à tous les acteurs, que ce soit des professionnels des filières, des collectivités ou même tout simplement des citoyens qui souhaitent réagir à l'avenir de notre société. Quels ont été vos angles d'entrée de ces réflexions ? Alors côté Césaire, en fait, nous avons élaboré un état des lieux au tout début sur la base de 30 auditions et d'une recherche de documents très très approfondis.
Et en fin de compte, à partir de cette matière, nous avons identifié un ensemble de facteurs d'évolution possibles de l'alimentation et qui sont susceptibles d'être déterminants pour l'avenir. Et en fait, nous nous sommes posé une question centrale, c'est quelles sont les évolutions possibles de la consommation alimentaire et quelles pourraient être les conséquences économiques, sociales, sanitaires et environnementales pour notre région bretonne. Alors, grâce à notre méthode prospective, on a abouti à la conception de 4 scénarios très différents les uns des autres. Le premier s'appelle une alimentation fonctionnelle dans une société sous pression. Le second, une alimentation contrôlée dans un contexte de crise. Ensuite, une alimentation normée dans un contexte de sobriété volontaire. Et le dernier, une alimentation mosaïque dans une société fragmentée. Alors, une précision quand même par rapport à ces 4 scénarios, puisqu'ils sont volontairement très contrastés. Ils n'ont pas vocation l'un ou l'autre à être notre avenir de demain. Mais par contre, on peut tout à fait retrouver dans notre futur des éléments de l'un ou de l'autre qui pourraient survenir. Et en fait, ces scénarios ne sont pas non plus le reflet de préférences ou de craintes personnelles que pourraient avoir les membres du Césaire qui ont contribué. C'est vraiment de viser à explorer et avoir tous les champs possibles pour notre avenir. Et côté Chambre d'agriculture, on a Marguerite. Alors, en fait, comme le Césaire, on a démarré par un état des lieux et pour établir cet état des lieux, on a réalisé une centaine d'entretiens qu'on a complétés par des recherches dans des documents, dans la bibliographie. Cela nous a permis d'identifier des facteurs qui vont avoir une influence majeure sur l'évolution de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne. On en a identifié un grand nombre, on en a retenu 24 pour la faisabilité du travail, même si on aurait pu encore étoffer la liste, que vous devez, je crois, voir apparaître à l'écran. Alors, il y a beaucoup de petits textes, je ne sais pas si vous arriverez à tous les lire. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a 8 grands domaines de ces facteurs d'influence. Et finalement, même si, contrairement au Césaire, le prisme de notre étude n'est pas l'alimentation, nous nous sommes attachés sur ces questions d'alimentation à étudier le rapport des consommateurs au prix de leur alimentation, leurs attentes en matière de consommation. Nous avons aussi regardé quels pourraient être demain les circuits de distribution et donc les circuits d'achat de nos produits alimentaires. Où est-ce qu'on fera nos courses? Comment on consommera et on achètera notre alimentation? Nous avons regardé quelles pourraient être les segmentations avec par exemple la place du bio, la place des labels dans les aliments que nous achèterons demain. Nous avons regardé et analysé le rapport des citoyens à leur temps de vie. Et nous abordons par ce biais-là notamment la place du travail, nos attentes en termes de rythme de vie. De la même manière que le Césaire, nous avons projeté des développements possibles sur ces 24 facteurs d'influence. Tout cela a été croisé et cela nous a permis d'aboutir à 5 scénarios contrastés à l'horizon 2040. Alors pour la présentation que nous menons conjointement ce soir, d'un commun accord, nous avons choisi de ne pas vous détailler l'intégralité des scénarios, ça serait un peu long. Nous avons donc choisi de présenter des scénarios de l'étude de la Chambre d'agriculture et de l'étude du Césaire, qui ne sont pas identiques, mais qui finalement ont des tonalités qui les rapprochent. Et en même temps, vous verrez dans ces scénarios suffisamment d'éléments contrastés pour que cela suscite de la réflexion. En tout cas, on l'espère. Madame Carboriou, le premier scénario du Césaire est fortement marqué par une alimentation transformée qui signe l'éloignement entre la production et la consommation. Alors en effet, le premier scénario du Césaire qui s'intitule Une alimentation fonctionnelle dans une société sous pression. Alors faut bien se projeter, un peu à moyen terme, puisque nous sommes en 2050. Et en 2050, la société est animée par des logiques de performance, d'efficacité et marquée surtout par un plus grand individualisme. Alors, les innovations technologiques contribuent à la modification des comportements de consommateurs et en fait à la généralisation de l'économie de plateforme. Les temps de loisirs, de travail, les temps en famille sont happés par l'offre numérique et les contenus et les applications. L'alimentation répond dans ce scénario à une approche nutritionnelle et fonctionnelle avant tout. Et quelle alimentation dans ce scénario? Alors en fait, dans ce scénario, les prises de repas sont prises de façon très très irrégulière. Les produits sont ultra transformés avec une traçabilité par contre rigoureuse et qui s'impose en fin de compte à l'offre alimentaire qui se déroule dans ce scénario en 2050. Les produits sont préparés à la demande ou alors ils sont prêts à consommer.
On a l'exemple de la boisson énergétique, tout en un. Et bien souvent, ces produits alimentaires sont livrés à domicile ou sur le lieu de travail. L'hypertransformation peut même pousser jusqu'à la cuisine cellulaire. Les alicaments, qui sont en fait des aliments qui ont des vertus plus médicales et qui sont prises de façon régulière, et aussi les compléments alimentaires qui se généralisent. Alors une frange de la population, par contre, est sous stress, ne se retrouve pas forcément et compense dans des aliments gras, sucrés, salés, souvent transformés, voire ultra transformés. Alors dans ce scénario, on a un élément qui est emblématique, c'est le steak issu de culture cellulaire, qui commence aussi à faire parler un petit peu de lui, même aujourd'hui dans l'actualité. Et le signe distinctif de ce scénario, c'est une application santé qui est sur votre smartphone et vous alerte sur vos excès de consommation, de sucre. Et en fin de compte, vous procure tout au long de la journée une auto-évaluation pour que vous adaptiez le contenu de votre alimentation à vos comportements journaliers. Et enfin, quel bilan le Césaire tire-t-il de ce scénario ? Alors, dans ce scénario, en fait, les inégalités de santé liées à l'alimentation se renforcent entre les individus. L'économie de plateforme a gagné largement les secteurs de la distribution et de la restauration. Les secteurs de la production et de la transformation, quant à eux, sont marqués par une mutation technologique et industrielle avec beaucoup plus d'individualisation et des transformations en beaucoup plus petite série. Au niveau de la Bretagne, jusqu'alors, la Bretagne, on considère qu'elle a été moins exposée, mais quand même, dans ce scénario, elle va connaître une accentuation des inégalités sociales et générationnelles. Au niveau de l'industrie agroalimentaire, qui est un secteur majeur, elle reste stimulée par l'innovation et la technologie. Les produits carnés, quant à eux, sont menacés par des produits de substitution. Et l'agriculture, dans ce scénario, s'oriente un peu plus vers la production d'énergie, qui est beaucoup plus rémunératrice et délaisse un petit peu le côté alimentaire de sa profession. Merci. Alors, Madame Mariet, côté Chambre d'agriculture, il semble que vous avez aussi un scénario très technologique où la quête de la compétitivité joue un rôle déterminant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Tout à fait, oui. Il s'agit du scénario que nous avons nommé « Priorité à l'économie, les filières font le pari de la technologie ». Alors, c'est un scénario qui se met en œuvre dans un monde post-crise. Il imagine que durant la décennie 2020, donc notre décennie du moment, la France est plongée dans une grave crise économique. L'agriculture et l'agroalimentaire vont alors être identifiés, jugés au niveau national et plus encore en Bretagne, comme des secteurs qui sont stratégiques pour retrouver de la croissance. Ils sont aussi considérés comme un levier de puissance économique, de puissance diplomatique au niveau international. La mondialisation va connaître un nouvel essor. Les marchés mondiaux sont porteurs dans ce scénario. Alors, pour accompagner la dynamisation de ces filières agricoles et agroalimentaires, la France a repris en main la politique agricole. Il n'y a plus de politique agricole européenne comme on la connaît aujourd'hui. La France va miser sur des aides qui vont favoriser la compétitivité du secteur agricole comme agroalimentaire. Et la région Bretagne, les collectivités vont accompagner ce mouvement en soutenant la formation, la recherche, le développement d'infrastructures, etc. Alors, comment s'adaptent les secteurs agricoles et agroalimentaires dans un tel contexte ? Alors, vous l'avez bien compris, le maître mot dans ce scénario, c'est compétitivité. Et justement, pour gagner en compétitivité, l'agriculture a fait le pari des technologies. La sélection végétale, animale, s'est dotée de toutes les technologies de pointe, notamment OGM. Les outils d'aide à la décision et l'automatisation se sont généralisés dans les fermes comme dans les usines. L'agroalimentaire, je vous le disais donc, a opéré le même virage finalement. Alors, ce qui rend possible cette évolution, c'est la baisse du coût des technologies et une législation favorable qui n'entrave pas la compétitivité. Quand on imagine tout ce revirement, cette modification, l'arrivée des technologies dans les entreprises agricoles et agroalimentaires, eh bien, ça va profondément modifier leur visage, leur fonctionnement. On a moins besoin d'actifs dans nos exploitations agricoles et finalement, les métiers sont très différents. On a moins de travail physique, plus du travail de gestion de robots. Alors, quand on imagine de tels investissements, c'est ça, en technologie, eh bien, cela pose la question du capital. À qui appartient et comment investir ? À qui appartiennent les robots ? Eh bien, une part importante des capitaux des entreprises agricoles ne seront plus, dans un tel scénario, détenus par les exploitants eux-mêmes, mais finalement par des acteurs variés, des investisseurs extérieurs, des entreprises de l'aval, qu'elles soient agroalimentaires ou de la grande distribution.
c'est d'une certaine manière la fin de l'agriculture familiale comme on la connaît en France aujourd'hui. Alors cette politique de recherche de compétitivité, elle va avoir des succès. Elle permet à l'agriculture bretonne de conquérir des nouveaux marchés à l'exportation, tout en confirmant son orientation de région d'élevage, ce qui est vraiment dans sa culture, dans son ADN. Alors il est notable aussi que dans ce scénario, les utilisations non alimentaires, tout ce qui est production d'énergie, comme le citait Madame Carboriou dans le scénario du Césaire, mais aussi la production de biomatériaux, va se développer fortement. Et comment se comportent les consommateurs dans ce monde très technophile? Oui, alors la technophilie, elle se traduit aussi dans les assiettes. L'outil numérique est devenu indispensable pour les consommateurs. Ils se servent de tout un tas d'applications sur mesure qui vont noter les produits alimentaires à l'aune de finalement leurs propres attentes. Cette tendance, finalement, elle accompagne une déconnexion croissante des nouvelles générations vis-à-vis de la production agricole. L'acte de manger, de façon très similaire à ce que décrit le scénario du Césaire, répond d'abord à une nécessité physiologique. On cherche des nutriments. Et dans un monde où on est dans une tendance au zapping, à l'accélération permanente, le temps et la culture nécessaires pour élaborer des repas manquent. Finalement, on ne fait quasiment plus de repas pour le plaisir. Les usages ont consacré le prêt à préparer, le prédécoupé, les snackings, et c'est l'alimentation pratique qui s'est imposée. En ce qui concerne les circuits d'achat, là où on va acheter notre nourriture, c'est désormais plus de la moitié des dépenses alimentaires qui se font dans un cadre de discount. On a toujours une montée en gamme généralisée des aliments, mais qui s'est fait sans hausse de prix, faute de consentement à payer de la part des consommateurs. Alors, il y a encore des consommateurs qui sont aussi prêts à faire un effort sur leur alimentation, à payer davantage, un peu plus cher, mais ce sont finalement qu'une part marginale des consommateurs. C'est ceux pour qui l'alimentation n'est pas un poste de dépense très important, des consommateurs très heureux, très aisés, qui n'ont pas, et très heureux peut-être aussi, qui n'ont pas à réfléchir à la clôture de leur budget mensuel. Merci beaucoup pour cette double présentation où l'on voit bien les points de convergence. D'un autre côté, vous avez imaginé des scénarios de végétalisation de l'assiette. Et si j'ai bien compris, pour le Césaire, cette orientation vers une alimentation de nature végétale s'inscrit dans deux contextes bien différents. Madame Carboriou? Oui, en fait, nous avons deux scénarios qui traitent d'une assiette plus végétale. Il y a le scénario qui se fait dans un contexte de crise, et il y a également le scénario qui est dans un contexte de sobriété plus volontaire. Alors, le premier, dans un contexte de crise, il y a des crises environnementales, il y a de l'instabilité économique et il y a aussi une pression démographique qui font monter les prix alimentaires et menacent en parallèle l'accès à l'alimentation. Et dans ce scénario, la société fait face à des ruptures périodiques d'approvisionnement et également ce qui peut mener jusqu'à des risques de pénurie assez importantes. Donc ici, les autorités publiques décident d'encadrer énormément la consommation alimentaire au moyen d'une carte de crédit individuelle. Et cette carte est orientée vers la consommation de produits avec un impact environnemental en fait qui est plus réduit et qui promeut un régime plus protecteur en matière de santé. Et donc, comment se traduit cette alimentation dans notre assiette? Alors dans ce scénario, la carte de crédit alimentation encourage l'achat de produits bruts. Les viandes sont délaissées aux produits des légumineuses et des œufs. Les conserves et les produits secs connaissent un essor plus important. Et on assiste au retour d'une cuisine plus familiale, plus collective. Les plats sont plus préparés à la semaine, par lot ou de manière organisée. Il y a aussi du batch cooking qui se développe. On assiste aussi à un approvisionnement qui est fait de façon plus locale et qui est stimulé avec des stratégies d'échange entre les territoires et entre les terroirs. Là, dans ce scénario, il y a également un aliment emblématique. Ce sont les conserves et le plat unique, riches et partagés en famille. Et le signe distinctif de ce scénario, c'est la carte de crédit alimentation santé climat qui vous indique votre droit à consommer. Voilà. Le Césaire a dressé le bilan de ce scénario. Qu'en avez-vous retenu? Alors, ce scénario, il est très dirigiste du côté de l'État. Donc forcément, en tant que bon Français et bon Breton, il y a des contestations qui émergent face à la réduction de ces libertés individuelles. L'état de santé général s'améliore, par contre.
L'industrie agroalimentaire réduit le nombre de ses gammes et adapte la composition de ses produits. La production primaire s'oriente vers l'autosuffisance avec le développement de l'autonomie protéique plus marquée et la sécurisation justement des approvisionnements et le stockage au niveau plus local. Côté Bretagne, dans ce scénario, on profite d'un mariage quand même territorial, d'un climat tempéré et d'un lien avec l'agriculture et l'industrie alimentaire qui permettent en fin de compte de maintenir un potentiel d'alimentation de proximité. Et le secteur primaire est orienté vers la souveraineté nationale et la réduction de production hors sol. Alors ces scénarios ont été écrits et finis depuis un peu plus d'1 an. Et c'est pas sans rappeler ce qu'on peut croiser aujourd'hui dans l'actualité, bien sûr. Dans ce scénario, la végétalisation est en quelque sorte orientée fortement par les autorités publiques. Alors, un autre scénario a été conçu par le Césaire. Et là, c'est un peu un consommateur très engagé pour la transition climatique, très soucieux de l'environnement, qui prend le dessus. Alors oui, tout à fait. Alors celui-là, il va peut-être vous faire un petit peu plus envie ce soir, hein, ce troisième scénario, parce que jusqu'à présent, c'était pas très réjouissant. Donc là, le scénario, il s'appelle Alimentation normée dans un contexte de sobriété volontaire. Et là, dans ce scénario, une majeure partie en fait de la population s'est orientée progressivement vers une alimentation qui est respectueuse de l'environnement et qui devient même majoritaire, mais vraiment de façon volontaire. Les gens, ils prennent conscience de la direction vers laquelle ils doivent aller et ça se fait tranquillement. Donc cette norme sociale apparaît comme dominante. Par contre, bien sûr, elle ne fait pas l'unanimité et s'impose au détriment de certaines libertés individuelles. Donc c'est un tout autre contexte qui aboutit à une végétalisation de l'assiette. Quel tournant prend le régime alimentaire dans ce scénario ? Alors, dans ce scénario, les produits bruts, locaux et respectant les critères environnementaux sont cuisinés à la maison. Voilà. Les légumineux se généralisent également dans l'assiette. Les viandes sont réservées, mais seulement à de grandes occasions. Les produits exotiques se raréfient. Et par contre, ils sont quand même choisis, mais dans ce cas, ils sont sous label équitable. Voilà. Les produits ultra transformés sont vraiment laissés de côté. Et dans ce scénario, il y a un aliment emblématique qui est quand même très très important pour nous Bretons, puisque c'est le sarrasin qui devient bio, local, et bien sûr c'est le seul sarrasin qui est utilisé dans toutes les galettes bretonnes. À partir de 2050, les galettes bretonnes sont toutes faites avec du sarrasin breton. Et le signe distinctif est l'approvisionnement généralisé dans les AMAP ou les magasins de producteurs locaux. Là encore, le Césaire a souhaité dresser un bilan de ce scénario. Que pouvez-vous en dire ? Alors, le bilan de ce scénario, en fait, c'est que la norme sociale, elle est vécue par certains comme une sobriété subie, contestée, voilà, même si on n'est pas dans le scénario de crise. La démassification des filières concourt aussi au développement des circuits courts. La nature des emplois évolue, avec dans ce scénario, pour la production, du travail plus physique dans les fermes et beaucoup plus d'emplois, en fin de compte, qui reviennent dans le secteur de la production. Et les productions végétales, dont le maraîchage, sont privilégiées. Alors, dans ce scénario en particulier, pour la Bretagne, il y a une attractivité renouvelée du fait de la proximité des zones urbaines avec la nature. Les filières alimentaires traditionnelles sont fragilisées avec un développement d'organisations plus petites, avec des nouvelles coopératives qui se montent, avec un modèle économique un peu plus de taille moyenne, on va dire. Et la région, qui dispose d'un avantage comparatif, court cependant le risque d'une dérive vers l'autarcie. Voilà, parce qu'à force de se renfermer, on risque de vraiment être en autarcie sur notre petite région bretonne. Merci, Edwige Caboriou. Je me tourne à nouveau vers Maude Marguet, car la végétalisation de l'alimentation est une des tendances convergentes des futurs possibles imaginés par le Césaire et un scénario de prospective de la Chambre régionale d'agriculture. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, il s'agit du scénario d'une agriculture bretonne plus végétale, qui est finalement très en rupture par rapport à l'agriculture bretonne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans ce scénario, l'élevage, qui est notre orientation historique et majoritaire et dominante encore aujourd'hui, il recule et sous l'effet de plusieurs forces. En premier lieu, il va reculer sous l'effet des politiques publiques qui ont donné une priorité très forte à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique.
La réduction de l'élevage, et en particulier de l'élevage herbivore, qui est un gros émetteur de gaz à effet de serre, a été vue comme un levier puissant pour ralentir le réchauffement climatique et pour atténuer les effets de court terme de ce réchauffement. Un autre moteur de ce scénario, il est davantage lié aux attentes de la société et des consommateurs en faveur de produits qui sont jugés favorables pour leur santé. C'est un scénario où le critère prix de nos achats, de notre alimentation, passe au second plan. Les consommateurs sont désormais prêts à payer des aliments qu'ils jugent plus sains, aussi bien pour leur santé que pour leur environnement, et qui sont moins transformés. Donc ils sont prêts à payer plus cher pour ces aliments-là, pour ces promesses-là. Et cela conduit à ce que les produits d'origine alimentaire comme la viande ou encore le lait ne remportent plus leur adhésion. Le troisième moteur dans ce scénario, c'est finalement le manque d'actifs dans les entreprises agricoles. C'est vraiment un déterminant majeur de ce scénario. La pyramide des âges des exploitants agricoles, on en a beaucoup parlé ce soir, elle a conduit finalement à une vague massive de départs en retraite dans la décennie 2020 et dans la décennie 2030. Et le renouvellement, le fait de réinstaller de nouveaux agriculteurs ou de trouver de nouveaux salariés dans les exploitations agricoles n'a pas été suffisant pour maintenir l'élevage à son niveau des années 2020. Merci. Et quelles sont les conséquences pour les entreprises agricoles? Je tiens à souligner que la MSA et son service prévention des risques professionnels est en effet très attentive aux transformations des modèles agricoles, des modèles de production qui peuvent avoir des impacts importants sur le quotidien des agriculteurs. Oui, il y a effectivement des impacts importants. Les entreprises agricoles bretonnes, elles n'ont eu d'autre choix que s'adapter à ce qui est une donne totalement nouvelle. Elles se sont agrandies en profitant des terres qui vont être libérées par ces vagues massives de départ à la retraite et d'arrêt d'exploitation. On a donc eu des grandes exploitations d'élevage qui se sont formées et de grandes exploitations de grandes cultures qui sont apparues dans le paysage breton. Aujourd'hui, elles sont vraiment très très rares. On a aussi eu une certaine libéralisation du foncier, ce qui a permis à ces entreprises d'atteindre des tailles qui sont comparables à celles des régions françaises spécialisées en grandes cultures de l'ordre de 300 ou 400 hectares. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une exploitation agricole bretonne moyenne, elle fait de l'ordre de 60-62 hectares et c'est tout. Donc on mesure un peu la distance à parcourir. Alors voilà un type d'exploitation de très grande taille, mais à l'autre extrémité du spectre de tous ces modèles économiques d'exploitation, on va retrouver aussi un grand nombre d'exploitations de taille moyenne à petite qui vont produire de moins grands volumes, mais qui vont trouver leur équilibre économique en cherchant à développer la valeur ajoutée des produits et en adaptant, en trouvant une forme d'équilibre entre le temps de travail pour l'activité agricole et le revenu qu'elle permet de dégager. Alors, la question du temps de travail est presque un leitmotiv pour l'agriculture. Comment sa prise en compte influe-t-elle dans ce scénario? Ah oui, la question du temps de travail, elle est vraiment très structurante. Dans ce scénario, les agriculteurs, ils ont changé en profondeur leur rapport au temps. Les nouvelles générations des agriculteurs qui se sont installés ne sont plus prêtes à consacrer autant de temps à l'agriculture et en particulier aux activités d'élevage qui sont très chronophages. Ils vont donc préférer les productions végétales. La charge de travail va être mieux répartie, plus maîtrisée, donc soit répartie sur davantage d'actifs, soit confiée à des robots. Et il y aura moins de temps d'astreinte. Les agriculteurs pourront davantage jouir de leur week-end ou des vacances. Alors, toutes ces évolutions, elles ont conduit à ce que de nombreuses surfaces qui jusqu'alors étaient valorisées par l'élevage s'orientent vers de nouvelles productions végétales, encore en partie destinées à nourrir nos cheptels, parce que nos animaux qui sont encore élevés en Bretagne, il faut bien les nourrir, mais aussi de plus en plus à la destination de l'alimentation humaine ou à des productions non alimentaires comme l'énergie, la sylviculture ou tous les produits biosourcés, les biomatériaux qui sont produits dans les champs. Alors cela va avoir des conséquences en chaîne et notamment au niveau agroalimentaire. Il y aura moins de volume, donc il y aura forcément une restructuration en profondeur du secteur agroalimentaire et une réorientation aussi. On aura moins d'usines, on aura moins d'emplois salariés dans les usines agroalimentaires. La production, la transformation végétale, elle est moins consommatrice en main-d'œuvre. Et comment se comportent les consommateurs dans ce monde plus végétal ? Alors on le conçoit assez facilement finalement. Dans un tel scénario, les valeurs en jeu dans notre alimentation, elles sont profondément réorientées. Pour les consommateurs, le besoin de réassurance sur les impacts de l'alimentation, sur la santé, sur l'environnement, va finalement remplacer l'attention qu'on a scrutée au prix des produits.
Les conditions d'élevage, le bien-être animal, l'impact sur l'environnement touchent vraiment les consommateurs qui se détournent des produits de filières qu'ils jugent moins vertueuses. Et ils sont aidés en ça à faire leur choix par des technologies du type de la blockchain qui permettent de tracer les modes de production entre l'assiette et comment l'animal ou le champ a été cultivé, l'animal a été élevé. Un deuxième élément, c'est l'identité locale ou régionale. C'est vraiment un pilier dans la consommation. Cela ancre notre culture culinaire, enfin, nous ancre dans la culture culinaire française. Et finalement, on va se rassurer parce que l'on connaît le local et parce que l'on reconnaît le label. Vous avez signalé une érosion du secteur agroalimentaire breton dans ce scénario. L'agroalimentaire réussit-il tout de même à s'adapter ? Alors oui, il va se réinventer. La désinfection pour la viande et les produits laitiers va forcer le secteur à évoluer. Mais on va avoir des évolutions qui peuvent être potentiellement contradictoires, avec d'un côté des aliments de synthèse qui vont apparaître dans les assiettes. C'est une nouvelle offre qui va convaincre des consommateurs parce qu'il y a des arguments pour défendre ces aliments de synthèse, des arguments en faveur de l'environnement et de la condition animale. Mais tout ça à des prix qui doivent être quand même plus bas que ceux des aliments naturels. À l'inverse, c'est un contre-pied total de cette alimentation de synthèse. Les industries agroalimentaires vont aussi développer en parallèle une image basée sur le naturel, et l'agriculture biologique notamment correspond bien à cette image-là. Il y aura aussi des signes de qualité territorialisés et on trouvera des légumineuses comme dans les scénarios du Césaire qui sont destinés à l'alimentation humaine pour compenser le recul des protéines animales dans nos assiettes. Je vous remercie pour ce voyage vers le futur, et que ce soit pour le Césaire ou la Chambre d'agriculture, je vous remercie, et ces explorations sont très riches. Quelle conclusion finale avez-vous tirée de cette réflexion prospective, Madame Kerborio ? Alors, tout d'abord, si on se place du côté du Césaire de Bretagne, comme je vous l'indiquais, ces scénarios ne font pas l'objet d'un choix préférentiel de la part des membres du Césaire. Ils sont en revanche un outil pour réfléchir vers l'avenir qui est devant nous. Donc nous avons convergé autour d'une constatation, par contre, c'est que nous vivons une période qui tend à opposer les modèles de production. Nos scénarios montrent que ces clivages risquent en fait de s'accentuer avec des conséquences négatives qui pourraient être très marquées pour notre région bretonne. Alors d'un côté, la région pourrait devenir un lieu de cristallisation des tensions autour justement de cette thématique de l'alimentation. Mais on se dit aussi que la prospective peut nous permettre aussi d'envisager une autre voie que cette cristallisation des oppositions. C'est une voie qui pourrait être d'imaginer la Bretagne comme une région pionnière de l'alimentation durable pour demain. Et côté Chambre d'agriculture de Bretagne, à quels enseignements vous a conduit votre réflexion ? Alors pour la Chambre d'agriculture, on s'est attaché à identifier les risques et les opportunités dont chacun des scénarios est porteur. Alors comme le Césaire d'ailleurs, nous n'avons pas choisi un scénario préférentiel pour la simple raison, nous l'avons déjà évoqué, que nous n'avons pas le pouvoir de choisir l'avenir, mais nous pouvons au moins essayer de le construire et d'y réfléchir. Pour cela, nos deux réflexions prospectives ont vocation à être mises en partage. Elles ont une vocation mobilisatrice pour réunir en fait les acteurs et les faire réfléchir aux évolutions potentielles à venir. Alors, les 5 scénarios d'agriculture bretonne 2040 constituent un matériau pour discuter avec les agriculteurs, mais aussi avec les transformateurs, les collectivités territoriales, les banques, les chercheurs, etc., sur les fragilités de notre agriculture et également sur les points de force qu'on peut reconnaître. Alors, il s'intéresse particulièrement le monde économique. Nous avons constaté que de nombreux acteurs réfléchissent aussi actuellement, mais au niveau de leur entreprise, de façon un peu plus serrée, mais sur des perspectives qui vont parfois de 5 ans, 10 ans, 15 ans maximum. Et ces acteurs nous sollicitent aujourd'hui justement pour discuter et abonder leurs réflexions. Madame Kerborio, comment vos interlocuteurs réagissent-ils à vos scénarios qui, pour certains, sont en rupture avec ce que l'on connaît aujourd'hui de l'agriculture ? Oui, alors c'est pas toujours facile d'écouter ce genre de scénario. Les avis sont très tranchés autour des scénarios. Ils sont jugés plus ou moins plausibles ou souhaitables selon les interlocuteurs qu'on peut rencontrer.
Cependant, il y a quand même des points de convergence qui apparaissent au fil de ces rencontres. Par exemple, il y a un consensus général sur une potentielle érosion de l'élevage en Bretagne. On le voit déjà avec le recensement agricole qui est sorti l'année dernière. C'est une réalité de l'érosion de cet élevage en Bretagne. Par contre, cette érosion sera plus ou moins forte selon notre capacité à renouveler les générations et selon aussi la façon dont on pourra s'adapter aux politiques climatiques et environnementales qui se renforcent en fin de compte constamment. Et on peut être aussi amené à craindre certaines ruptures dans notre profession agricole partout, toutes ces pressions qui sont autour de nous. Par contre, nos interlocuteurs attirent aussi notre attention sur des points de vigilance tels que la gestion de la ressource en eau, l'équilibre entre les productions destinées à l'alimentation et à nos cheptels, et aussi l'équilibre des productions qui sont, elles, destinées aux personnes, à l'humain. Ou encore l'équilibre entre les productions alimentaires et énergétiques, ou aussi les produits de biomatériaux avec toutes les filières bois qui peuvent se développer aujourd'hui. Alors, le Césaire a lui aussi abouti à un consensus autour de 10 enseignements généraux. Ce sont en quelque sorte 10 messages clés du Césaire pour construire des politiques publiques liées à l'alimentation en Bretagne. Madame Cabouriou. Voilà, alors nous, c'est vrai qu'au Césaire, on a vraiment très hiérarchisé nos enseignements, mais par contre, il y a pas de... Il y en a un qui n'est pas forcément plus important que l'autre, il y a dans notre façon de présenter. Alors le premier, c'est pour mieux connaître en fait l'alimentation en Bretagne et dépasser les idées reçues, il est nécessaire d'approfondir les connaissances et les recherches qui ne sont pas encore peut-être complètement abouties aujourd'hui. Le second, c'est que l'alimentation ne peut plus être réduite à une problématique individuelle, puisqu'on voit bien que les considérations environnementales, sanitaires, culturelles ou éthiques sont renforcées. Et sa place est vraiment au centre du débat public et au centre des politiques publiques aujourd'hui. Le troisième, c'est le jeu d'acteurs qui doit intégré le comportement des consommateurs, tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des politiques publiques sectorielles à différentes échelles et leur interaction. Nous avons vraiment un champ très très complexe en Bretagne de tout ce qui est autour de l'alimentation. Le quatrième, en effet, la production et la consommation alimentaire régionale sont insérées dans des flux mondiaux. Donc, on a à la fois ce côté d'une alimentation qui peut se vouloir à bas prix, avec en parallèle une alimentation qui serait peut-être plus coûteuse et qui répondrait à des critères sanitaires socio-environnementaux différents. Et cela résiste mal d'ailleurs à une vision universelle de l'alimentation. On voit un petit peu parfois une alimentation à deux vitesses qui a tendance à se mettre en place. Le cinquième, c'est la production de produits transformés avec une chaîne de valeur complexe qui perdure. En fait, il y a un éloignement de la production et de la consommation, avec aussi aujourd'hui des consommateurs, qui soient bretons ou français, qui sont de plus en plus éloignés des personnes qui sont dans la production agricole. Et en même temps, il y a un mouvement de relocalisation avec un recours avec moins d'intermédiaires et plus de produits bruts qui s'accélèrent. Alors, notre sixième enseignement, ce sont les outils numériques qui font partie intégrante de chacun de nos scénarios, puisque c'est quand même une réalité et un point commun qu'on a remarqué. Par contre, leur usage est mis au service d'objectifs différents. Ils pourraient être déterminants pour l'alimentation de la production s'ils ne sont pas régulés. Et pour poursuivre votre réflexion, et c'est très intéressant, le Césaire mobilise le concept d'alimentation durable. Oui, nous prenons en compte le concept en fait, qui a été écrit par l'ADEME. Je vais vous en faire la lecture parce qu'il nous a semblé vraiment très, très, très réfléchi et très adéquate, puisque l'alimentation durable est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement et en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc voilà, il y a plein de choses dans cette définition et on sait bien qu'il y a encore du travail à faire pour y parvenir. Le huitième enseignement, c'est de considérer l'alimentation comme un enjeu démocratique qui implique une société de consommateurs informés, responsables, dotés de moyens financiers nécessaires, qui décident de la façon dont doit être produite, transformer, distribuer leur nourriture, et en fait qui en assument les conséquences. Ils ont des choix individuels, mais ils ont pleinement conscience en fait des enjeux collectifs qui sont derrière ces choix individuels.
Le 9e, c'est de permettre de répondre aux enjeux climatiques et de santé publique. Voilà, donc là, il faudrait se poser la question à la fois reterritorialiser les filières traditionnelles qui parfois sont jugées un peu trop mondialisées, mais aussi il faudrait peut-être filiériser plus les productions alternatives parce qu'on se rend compte que tout ce qui est local ou du moins circuit court a beaucoup de mal à faire des volumes suffisants et à répondre à la demande et justement à aller jusqu'aux consommateurs, surtout dans les grandes villes, parce qu'on a en fait de plus en plus d'habitants dans les grandes villes et de moins en moins en monde rural. Et enfin, le dernier, c'est que cette convergence doit être accompagnée d'un dépassement des tensions potentielles, comme on a pu l'évoquer au cours de cette présentation. En fin de compte, l'idée, ça serait vraiment de faire société autour de l'alimentation. Ça permettrait de retrouver une confiance renforcée dans notre alimentation de façon plus durable. Et peut-être qu'au-delà des tensions évoquées, l'alimentation pourrait être conviviale en Bretagne. Et notre région jouit d'ailleurs d'une image très positive, hein, et c'est une région majeure pour les productions alimentaires, donc je pense qu'elle a tout à fait sa carte à jouer dans cette thématique. Et j'en conclurai du coup en disant que voilà, donc l'étude du Césaire, c'est une très très grosse étude hein, qui fait plus de 300 pages. On a d'ailleurs toute cette étude qui est à disposition. Voilà. On a aussi un 4 pages pour ceux qui voudraient l'appréhender de façon un peu plus rapide. Et vous pouvez aussi la télécharger puisqu'elle est disponible sur notre site. Oui, vous pourrez aussi trouver des éléments complémentaires sur l'étude Agriculture bretonne 2040 sur le site de la Chambre d'agriculture. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre numéro mensuel du MAG, le numéro 5 qui vient de sortir et qui consacre un dossier à cette étude. Vous pouvez aussi le trouver sur Synagri, le site des Chambres d'agriculture de Bretagne. Je vous remercie tous les trois. Je vais laisser Isabelle Coué conclure cette webconférence. Eh bien, merci beaucoup pour ce magnifique regard croisé en fait sur l'alimentation et les évolutions possibles de l'agriculture en Bretagne. C'était fort intéressant. Je donne à parier en fait que beaucoup de gens vont aller voir les scénarios qui n'ont pas été présentés et que vous avez proposé d'aller voir. Voilà. En tout cas, moi, je retiens en fait que dans ces évolutions, en fait, la MSA, en tant qu'organisme de protection sociale, en fait, va rester très attentive à l'aspect humain des choses, en fait. Voilà. Dans toutes ces évolutions, qui sont envisagées, en fait, nous devons toujours continuer à accompagner les hommes et les femmes, les salariés, les exploitants, les exploitantes, en fait, qui font aujourd'hui notre monde agricole et qui alimentent toute une population. Voilà, donc rester très vigilant là-dessus et surtout parce que j'ai pu comprendre que dans certains scénarios, en fait, il pouvait y avoir des évolutions en fait sociales plus ou moins négatives en fait. Voilà, rester vraiment vigilant également sur cet aspect-là en fait, pouvoir accompagner tout le monde, pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à l'alimentation. Voilà. Et puis bien sûr, voilà, toute l'importance, la Bretagne en fait, elle doit pouvoir répondre aux attentes de tous, voilà, des consommateurs, à travers le travail des agriculteurs, de l'industrie agroalimentaire. Vous avez évoqué le renouvellement des générations, pareil, une vigilance importante en fait de notre organisme de protection sociale sur cette problématique-là qui est déjà prégnante en fait et qui risque de s'aggraver. On l'a bien senti. Alors quand je dis jeunes agriculteurs, pas forcément nouveaux installés, on va dire, parce qu'aujourd'hui on a tout un profil de personnes qui arrivent dans l'agriculture qui sont pas forcément, qui n'ont pas moins de 40 ans, c'est ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Dans le métier. Voilà, sur des changements de métier, effectivement. On a évoqué une alimentation durable. Voilà, ben nous, on aimait ça forcément, une alimentation enfin, qui favorise une meilleure santé. Voilà, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir y contribuer également.
faire une société, Edwige, vous avez dit autour de l'alimentation, cette notion de convivialité. Voilà, toujours dans cet état d'esprit, en fait, d'avoir tous les ingrédients nécessaires au bon développement de l'homme. Voilà. Dans le futur de l'agriculture bretonne. Je vous remercie encore beaucoup, en fait, pour votre intervention, pour votre expertise. Et puis, je remercie également toutes les personnes qui se sont connectées, qui vont se connecter ultérieurement.